Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'était il y a 20 ans, à l'automne 2005, des émeutes éclataient en Seine-Saint-Denis avant de s'étendre rapidement à d'autres banlieues françaises sous l'œil des caméras du monde entier. À l'origine de ces affrontements, la mort de deux adolescents, Zied et Bouna, dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois alors qu'ils étaient poursuivis par des policiers. Le Parisien a largement couvert ces événements à l'époque grâce à son édition de Seine-Saint-Denis. Notre consoeur, Gwenaëlle Bourdon, aujourd'hui au service économie, était l'une des premières journalistes dépêchées sur place après le drame et elle a suivi l'affaire jusqu'au procès. Elle y revient désormais dans un documentaire réalisé avec Marie-Pierre Jory, 2005 État d'urgence, diffusé le 23 novembre sur France 5 et disponible en replay. Et elle en parle avec nous dans Code Source. Gwenaëlle Bourdon, décrivez-nous respectivement Zied Benna et Bouna Traoré. Qui sont ces deux adolescents en 2005 ? Alors, Zied Benna et Bouna Traoré, c'est deux collégiens. Ils sont tous les deux en classe de 3e, au collège Robert Doisneau, à Clichy-sous-Bois. Zied, c'est le plus âgé des deux, il a 17 ans. C'est un jeune garçon que ses amis décrivent comme très athlétique, sportif, et que ses enseignants décrivent comme quelqu'un d'assez réservé et d'assez sérieux. Il est arrivé en France de Tunisie à l'âge de 11 ans. Il a d'abord habité dans un tout petit appartement avec son père, sa mère, sa sœur à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Et il est arrivé à Clichy-sous-Bois en 2004, où il s'est rapidement fait des amis. Et parmi ses amis, il y a donc Bouna Traoré, qui lui est un enfant de Clichy-sous-Bois. Il a 15 ans en 2005. C'est un jeune garçon que tout le monde décrit comme très drôle, avec une personnalité très attachante, très apprécié de ses frères et sœurs, de ses camarades de classe. Un jeune garçon pour qui le foot compte beaucoup. Alors c'est souvent le cas chez des garçons de 15 ans. Mais lui en plus il est talentueux. Il joue au foot en club dans la ville voisine de Livry-Gargan. Et tout le monde le décrit vraiment comme un garçon très intégré dans sa classe, dans son collège, dans ses groupes d'amis, très apprécié, dont on cherche la compagnie. C'est comme ça que tout a commencé. Un match entre copains. Une banale partie de foot. Nous sommes le jeudi 27 octobre 2005, en banlieue parisienne. Ce sont les vacances, celles de la Toussaint. Parmi ces jeunes, deux garçons, dont les prénoms vont bientôt devenir indissociables, tristement inscrits dans les mémoires. Zied et Bouna. Zied et Bouna, c'est le titre de votre livre, publié en 2015, qui raconte toute cette affaire. 10 ans après sa parution, vous co-signez donc une série documentaire en 3 épisodes, riches en images d'archives, où vous retracez quasi minute par minute les événements qui ont mené à la mort tragique de ces deux jeunes. Vous donnez aussi la parole à une grande partie des protagonistes de l'époque, la famille de Zied et Bouna, des amis, des avocats, des policiers, des magistrats, les élus locaux et même l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qu'on voit très ému. Est-ce que ça a été facile de les convaincre de reparler de ce qu'ils ont vécu ? Il n'aurait pas été possible de se lancer dans ce travail-là sans l'accord d'une série de proches de Zied et Bouna, en l'occurrence des frères, des sœurs et puis le père aussi de Zied. Ce qui est intéressant, c'est que parmi ceux qui ont dit oui le plus vite, ce sont les femmes en fait qui ont accepté de s'exprimer, notamment les sœurs, une sœur de Bouna, une sœur de Zied, une belle-sœur de Zied. Et c'est des femmes qu'on avait très peu, voire pas du tout entendues jusque-là, parce qu'elles étaient, notamment pour les sœurs, elles étaient très jeunes à l'époque, elles étaient d'un âge proche de celui des adolescents qui sont décédés. Et là, elles avaient le sentiment que c'était important de témoigner. Je pense que pour les familles, ce qui était important, c'était de relater les faits, parce que c'est une affaire qui a tout de suite dépassé le cercle de la tragédie familiale pour les plonger dans une affaire d'État et dans une histoire qui les dépassait largement. Mais eux, ils ont toujours été attachés à ce qu'on relate cette histoire sans la déformer, en rappelant justement qui étaient Zied et Bouna. On remonte donc le temps, Gwenaëlle Bourdon, cette affaire, elle commence pour vous le vendredi 28 octobre 2005. Vous êtes une jeune journaliste et vous travaillez depuis quelques mois seulement à l'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien. Comment démarre cette journée ce vendredi pour vous ?
J'ai un coup de fil très matinal de mon chef de l'époque qui me demande d'aller directement à Clichy-sous-Bois en m'expliquant qu'il y a eu des événements graves durant la nuit. Il me résume ça, il y a eu des émeutes, il y a eu la mort de 2 jeunes et donc il faut aller sur place. La veille au soir, j'ai des collègues qui se sont rendus à Clichy-sous-Bois, justement, pour constater un peu ce qui se passait. Et là, ce matin, je prends le relais, en quelque sorte. Et qu'est-ce que vous voyez quand vous allez à Clichy-sous-Bois ? Qu'est-ce qui vous frappe quand vous arrivez ? Ce qui est frappant, c'est d'abord le calme qui règne en fait dans cette ville, même si on voit bien les stigmates de ce qui s'est passé la veille. On remonte une avenue vers la mairie de Clichy, et cette avenue, elle est bordée de voitures brûlées, d'abribus aux vitres cassées. Il y a un centre postal qui a été incendié. Il y a une odeur de fumée et de cendres qui règne sur la ville, et puis des habitants qui vaquent à leurs occupations, qui essayent de se rendre au travail. Il n'y a pas de bus, compte tenu des événements de la veille. Bon, ils essayent de reprendre leur vie comme à l'ordinaire. Clichy-sous-Bois est à 15 minutes à vol d'oiseau de Paris, ça c'est quelqu'un qui le dit dans le documentaire, mais c'est une ville pauvre, isolée et finalement assez méconnue des Franciliens. Oui, à l'époque, Clichy-sous-Bois, c'est une commune de Seine-Saint-Denis qui compte alors moins de 30 000 habitants. En fait, c'est une ville qui a profondément changé dans les années 60. On y a construit des grandes copropriétés, des espèces de grands immeubles de 10 étages dans lesquels ont commencé par s'installer les classes moyennes qui espéraient voir arriver le métro et une bretelle d'autoroute à proximité. Et comme ces moyens de transport ne sont pas arrivés, progressivement, ces habitants-là sont partis. La ville s'est paupérisée. Et donc, en 2005, il y a ces résidences très dégradées, avec des ascenseurs en panne, de l'humidité partout, des appartements et des parties communes en très mauvais état. Il y a une grande pauvreté, un taux de chômage largement supérieur à la moyenne nationale et une population très jeune, 50%, je crois, à moins de 25 ans. Et en même temps, il y a cette population très jeune et un manque d'équipements publics criant. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de transport public, il n'y a pas de crèche. Bref, c'est une situation que le maire de l'époque, Claude Dillin, résumait en disant que Clichy-sous-Bois était une poudrière. Dernier élément de contexte, en octobre 2005, la France est présidée par Jacques Chirac, son premier ministre c'est Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur et il a fait de la lutte contre la délinquance dans les quartiers une de ses priorités. Il attire l'attention des médias avec des déclarations chocs. Quelques mois plus tôt, à La Courneuve, par exemple, en région parisienne, il déclarait vouloir nettoyer la banlieue au Karcher. On a beaucoup retenu ces déclarations-là. Et puis derrière, il y a quand même des mesures politiques qui sont mises en œuvre. Dans le documentaire, on donne notamment la parole à un policier qui explique que c'est un moment où, effectivement, le ministère de l'Intérieur ne veut plus entendre parler de tout ce qui se rapprochait de la police de proximité et qu'on demande aux policiers de faire du chiffre. Et ça, c'est une politique qui pèse aussi au quotidien dans l'intervention des fonctionnaires de police, notamment dans ces quartiers-là. Quand vous arrivez devant la mairie de Clichy-sous-Bois ce vendredi 28 octobre, après une nuit d'émeute, quelle est l'ambiance sur place ? À ce moment-là, il y a déjà beaucoup de médias, ce qui n'est pas habituel à Clichy-sous-Bois. Il y a quelques habitants qui sont venus essayer de comprendre ce qui se passait. Des élus, des associatifs. Et assez rapidement, le maire de Clichy-sous-Bois prend la parole. Ce qui va être assez notable, c'est qu'il tient à ce moment-là un discours qui réclame qu'une enquête soit menée très rapidement sur les faits qui sont survenus la veille. Et nous, à ce moment-là, les faits, on n'en sait pas encore grand-chose. On sait qu'il y a ces jeunes qui sont morts. Les circonstances restent un peu confuses. Et on cherche à savoir aussi qui sont précisément ces victimes. Rapidement, vous entrez en contact avec des amis de Zied Bouna qui étaient avec eux le soir du drame. Qu'est-ce que vous comprenez du déroulé de cette triste soirée ? Ses copains racontent qu'en fait, tout a commencé alors qu'ils rentraient d'une partie de foot qu'ils étaient allés jouer dans la commune voisine de Livry-Gargan. Je rappelle qu'on est en période de vacances scolaires de la Toussaint. Il faut occuper la journée, d'autant plus que c'est une période de Ramadan. Et donc, pour la plupart de ces jeunes, il faut occuper le temps jusqu'au moment de la rupture du jeûne en fin de journée. Et donc, ils racontent qu'ils étaient partis jouer au foot à une petite dizaine et que c'est sur le chemin du retour qu'ils croisent des policiers, qu'ils partent tous en courant. Certains d'entre eux vont être interpellés et le disent, qu'ils ont été conduits au commissariat. D'autres non.
Mais en revanche, tout s'explique du coup qu'à un moment donné, le groupe s'est éparpillé et que dans leur course pour échapper à la police, Zied Bouna et un ami à eux, Muhittin, sont allés se réfugier sur un terrain EDF et c'est là qu'ils ont trouvé la mort puisqu'ils se sont même réfugiés dans un local transformateur dans lequel ils ont été électrocutés. Muhittin, le troisième adolescent de 17 ans qui s'est caché avec Zied et Bouna sur ce site EDF, a survécu, mais il est gravement blessé. C'est ce qu'on apprendra ensuite, c'est qu'en fait, Muhittin était effectivement dans ce transformateur EDF avec Zied et Bouna, mais l'arc électrique qui a tué ses amis l'a grièvement brûlé, mais il est vivant. Et donc, il va réussir à ressortir de ce local transformateur, à ressortir du site EDF et à rentrer à pied jusqu'à Clichy-sous-Bois dans le quartier du Chêne-Pointu où il habite. Et c'est donc lui, avec ses vêtements fumants, qui donne l'alerte en retrouvant sur place des grands du quartier, dont l'un est le grand frère de Bouna Traoré. Et c'est eux qui vont, à leur tour, alerter les pompiers en disant « il y a 2 jeunes qui sont sur ce site EDF, on ne les voit pas, on ne sait pas où ils sont. Est-ce que vous pouvez venir pour leur porter secours ?» C'est ça qui a donné lieu à cette première nuit de colère à Clichy-sous-Bois, c'est le fait que ces 2 jeunes aient trouvé la mort parce que des policiers les poursuivaient apparemment sans raison. Oui, alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, assez rapidement, la nouvelle se répand à Clichy-sous-Bois le soir même et suscite la colère des jeunes, en particulier dans le quartier du Chêne-Pointu où habitaient Zied et Muhittin. Et donc, c'est ce qui donne effectivement lieu à cette première nuit de violence avec des jets de pierre en direction des policiers, des voitures incendiées, des cocktails Molotov et une série de dégradations qui sont visibles dès le lendemain matin. Et le 28 octobre, les premières déclarations des autorités ne correspondent pas tout à fait avec la version donnée par les jeunes. Oui, dès le lendemain, il va y avoir d'abord une déclaration du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui prend la parole devant des caméras de télévision. Les premiers éléments qui m'ont été communiqués montrent que ces jeunes, lorsqu'ils ont escaladé un mur de 3 mètres de haut pour pénétrer dans ce local d'EDF où malheureusement 2 d'entre eux ont été électrocutés, ils n'étaient pas physiquement poursuivis par la police à ce moment-là, qui n'était pas derrière eux. Dans la même journée, le Premier ministre, Dominique de Villepin, sur la base, dit-il, d'éléments qui lui sont remontés du ministère de l'Intérieur, prend également la parole à la radio pour dire qu'à sa connaissance, il s'agissait de cambrioleurs. Ces déclarations, elles sont entendues à Clichy-sous-Bois. Et donc, elles vont effectivement attiser la colère parce que sur place, on connaît les jeunes. C'est ce que disent aujourd'hui d'anciens émeutiers. Pour eux, que ce soit ces collégiens de 15 et 17 ans qui n'avaient jamais eu affaire à la justice, qui n'étaient impliqués dans aucune activité illicite, trouvent la mort dans ces circonstances-là, c'était insupportable. Pourquoi le Premier ministre parle de cambriolage à ce moment-là ? Parce qu'en fait, les jeunes, quand ils rentrent de leur partie de foot, ils se dispersent un peu tout le long du chemin et certains d'entre eux vont traverser un chantier dans lequel il y a un trou et des gravats. Et en fait, l'alerte est donnée par un voisin qui téléphone au commissariat de Livry-Gargan en apercevant des silhouettes sur ce chantier. La police arrive parce qu'elle a été appelée, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés sur ce chantier. Et c'est ce qui déclenche la poursuite. L'enquête indiquera plus tard qu'il n'y a pas eu de traces de vol sur ce chantier. En tout cas, ces déclarations passent mal à Clichy-sous-Bois. Il s'ensuit une deuxième nuit d'émeute, plus violente que la première. Et à ce moment-là, personne n'arrive à calmer le jeu. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'explique dans le documentaire le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, qui dit que dès le lendemain de la première nuit d'émeute, en fait, il y a des animateurs sportifs, des éducateurs, des employés de la ville qui vont toute la journée tourner dans la commune pour essayer de raisonner les jeunes, de discuter avec eux, etc. Mais au fil de la journée, la tension monte. Et puis le soir, il y a à nouveau des violences. Et effectivement, à ce moment-là, c'est une colère qui est très difficile à raisonner. Un des témoins du documentaire, Samir Mihi, dit on essayait de discuter avec ces jeunes, mais la colère était trop importante. Le samedi 29 octobre, une marche blanche est organisée dans les rues de Clichy-sous-Bois en hommage à Zied et Bouna. Dans le documentaire, on voit le maire de la ville lancer un appel au calme sur le perron de la mairie. Je demande à tous les Clichois de bien comprendre que c'est un rendez-vous historique pour la ville
et que ce n'est pas un appel au calme seulement que je vous demande, mais c'est un appel à la dignité et au respect. Montrons à la France entière que malgré notre douleur, que malgré notre colère, nous sommes dignes et respectables. Mais le lendemain soir, un événement déclenche de nouvelles émeutes, plus seulement à Clichy, mais dans d'autres villes voisines. Oui, c'est un incident qui va effectivement ranimer les troubles à Clichy. C'est un tir de grenade lacrymogène qui atterrit aux portes d'une mosquée en pleine prière. Donc cette mosquée est pleine d'hommes, de femmes, de personnes âgées. Le gaz lacrymogène se répand à l'intérieur de la mosquée, provoque un mouvement de panique. Les douilles de grenades qui vont être retrouvées montrent que ce sont des grenades utilisées par les forces de l'ordre, qui sont toujours présentes dans le quartier et qui intervenaient à proximité dans le cadre de troubles en cours. Donc ça ranime la colère à Clichy-sous-Bois, d'autant plus que le lendemain, interrogé sur cet incident, le ministre de l'Intérieur dira que la grenade était bien en dotation des forces de l'ordre, mais qu'il n'est pas certain que ce soit un policier qui l'ait tirée. Bon, voilà, c'est beaucoup, ça suscite beaucoup de colère et ça va susciter de la colère ailleurs. Il se trouve que ça correspond à un moment où des violences nocturnes vont également commencer à avoir lieu dans des villes voisines, d'abord en Seine-Saint-Denis et puis après de plus en plus loin en Île-de-France. Quelle est la réponse policière à ces violences nocturnes qui commencent à embraser l'Île-de-France ? Donc, dans un premier temps, la consigne est donnée de ne pas aller au contact, c'est-à-dire de ne pas rentrer vraiment dans les quartiers pour aller à l'affrontement avec les jeunes et moins jeunes émeutiers qui y sont rassemblés. Bon, malgré tout, ça donne quand même lieu à des frictions avec la population qui ne peut plus rentrer chez elle, qui est obligée de faire des détours, qui est interpellée, fouillée, etc. Et dans un second temps, à partir du moment où les émeutes vont vraiment commencer à s'étendre, là, la consigne sera donnée aux forces de l'ordre d'intervenir beaucoup plus directement. Il va y avoir beaucoup d'interpellations, beaucoup de gens qui vont être jugés en comparution immédiate dans la foulée de leur arrestation. Dans les jours qui suivent, le mouvement ne faiblit pas et d'autres banlieues, en dehors de l'Île-de-France, se soulèvent à leur tour. L'état d'urgence est décrété le 8 novembre 2005. Il permet aux maires de prendre des mesures de couvre-feu. C'est du jamais vu depuis la guerre d'Algérie. Finalement, qu'est-ce qui calme la situation ? Qu'est-ce qui apaise, éteint cette colère au fil des jours ? Alors, on peut supposer que les mesures de couvre-feu, ou en tout cas la proclamation de l'état d'urgence, a joué. Mais il y a aussi des endroits où finalement le calme est revenu avant. À Clichy-sous-Bois et Montfermeil, c'est le cas. Je crois que les violences sont déjà terminées au moment où il y a la proclamation de l'état d'urgence. Certains des témoins qu'on a interrogés aujourd'hui et qui avaient participé à ces troubles nocturnes de l'époque témoignent aussi d'une forme de sentiment d'usure. Bon, au bout d'un moment, on retourne dans la rue chaque soir. Faire face à la police, bon, au bout d'un moment, ils ont un peu abandonné. Il faut dire aussi qu'il y avait eu beaucoup de gens interpellés et que ça a sans doute aussi, malgré tout, contribué à mettre fin à ces troubles nocturnes. En parallèle, l'enquête sur la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré se poursuit. Les familles des victimes ont très vite fait appel à 2 avocats, Maître Mignard et Maître Torjman, qui témoignent dans le documentaire. Eux, ils sont convaincus dès le départ que le comportement des policiers, le 27 octobre, a mis en danger les 2 jeunes, c'est ça ? Oui, alors ils sont contactés par les frères des 2 victimes. Ils vont assez vite se rendre sur les lieux où s'est produit le drame, reconnaître un peu l'endroit et essayer de comprendre le cheminement des jeunes et de comprendre ce qui avait pu essayer de se passer. Et assez rapidement, ils vont décider de déposer plainte pour obtenir l'ouverture d'une enquête sous la conduite d'un juge d'instruction. Et ils vont aussi assez rapidement entendre Muitine, le survivant, sur son lit d'hôpital, qui explique que la peur l'a poussé, lui et ses amis, à aller se réfugier sur ce site sans prendre en considération le danger que ça représentait de rentrer sur ce terrain où il y avait des lignes à haute tension et vraiment un risque d'électrocution. Ce témoignage-là leur semble attester du fait que les jeunes ont bien été poursuivis et que c'est la raison pour laquelle ils sont allés se réfugier dans ce transformateur, parce qu'ils voulaient échapper à la police. En 2007, 2 policiers sont mis en examen pour non-assistance à personne en danger sur la base notamment des enregistrements des appels radio entre l'un des policiers qui courait après les jeunes et une fonctionnaire de police stagiaire qui suivait l'opération à distance. Qu'est-ce qu'on entend dans ces enregistrements qui leur vaut des poursuites ?
Ce trafic radio, c'est donc tous les échanges radio entre les policiers qui sont intervenus sur le terrain le 27 octobre 2005. Et donc ces policiers, ils échangent par radio. La transcription de ces bandes radio, elle va être très rapidement lue par les enquêteurs de la police des polices, par le juge d'instruction. Et effectivement, au travers de ces échanges-là, on se rend compte qu'un des policiers prononce une phrase dont on va beaucoup entendre parler. Il dit qu'il voit des individus en train d'escalader pour aller sur le site EDF, puis il dit « En même temps, s'ils entrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau ». L'enquête va se concentrer sur cette phrase-là pour savoir ce qu'elle signifiait exactement dans la tête du policier qui l'a prononcée, mais aussi l'enquête va chercher à savoir qui a entendu cette phrase. Puisque cette phrase, elle semble exprimer la notion d'un danger. Et donc, est-ce que les policiers avaient conscience de ce danger ? Et s'ils en avaient conscience, ont-ils fait ce qu'il fallait pour tenter de préserver ces jeunes de ce danger ? Plus globalement, on comprend que beaucoup de policiers impliqués dans cette opération ont témoigné avec beaucoup de confusion. En fait, la grande majorité des policiers intervenant sur le terrain, mais aussi ceux qui entendent les messages radio depuis la salle de commandement de Bobigny et depuis le commissariat de Livry-Gargan, beaucoup d'entre eux disent qu'ils n'ont pas entendu cette phrase dans les échanges radio. Et parmi les 5 qui disent l'avoir entendue, tous disent qu'ils n'ont pas compris quel danger ça représentait. Je précise que parmi les 2 policiers qui sont mis en examen, l'un d'entre eux, c'est un policier qui était sur le terrain et qui a prononcé cette phrase. L'autre, c'est une policière qui était au standard du commissariat de Livry-Gargan et donc chargée de réceptionner ces messages. Elle a entendu la phrase, mais, expliquera-t-elle ensuite, elle n'avait pas conscience du danger que ça représentait puisqu'elle n'avait pas connaissance de ce site EDF. Ces 2 fonctionnaires de police sont jugés 10 ans après les faits, en 2015, au tribunal correctionnel de Rennes, procès sur lequel vous revenez en détail dans le documentaire. Pourquoi Rennes d'abord ? Alors, c'est l'aboutissement d'une procédure qui a été extrêmement longue, avec beaucoup d'étapes. Pour les familles, ça signifie qu'il va falloir s'organiser pour venir assister au procès, financièrement, logistiquement. Il faut prendre le train, réserver des hôtels, etc. Les avocats, eux, de leur côté, auraient souhaité que le procès se tienne à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, à proximité de Clichy-sous-Bois. C'était à la fois un aspect symbolique, puis ils estimaient que cette juridiction leur aurait sans doute été un peu plus favorable. Le 18 mai 2015, le tribunal rend son jugement. Les 2 policiers sont relaxés. Les juges considèrent qu'ils ne savaient pas que les 2 jeunes se trouvaient bel et bien sur le site EDF, en résumé. Pour les proches, cette décision, c'est un déchirement ? Oui, c'est une décision qui est difficile à accepter pour les proches, même si durant le procès, quand ils voient les policiers, quand ils les entendent témoigner, ils le disent dans le documentaire, ils n'éprouvent pas de haine à l'égard de l'homme et de la femme qu'ils ont en face d'eux. En revanche, eux, ils considèrent que l'institution a une responsabilité dans la mort des adolescents. Et surtout, je crois que ce qui comptait à leurs yeux, plus que tout, c'était que les adolescents morts soient reconnus comme des victimes. Ce qu'ils n'ont pas été de fait, puisque ce jugement de relax les prive de ce statut. Pour le documentaire, vous êtes allé en Tunisie, Gwenaëlle Bourdon, retrouver le père de Zied Benna. Il vit à Djerba aujourd'hui où repose son fils. Ce qui marque dans les images d'archives et dans l'interview qu'il vous accorde, c'est son calme. Moi, les premiers souvenirs que j'ai de Monsieur Benna, c'est terrible parce que c'était quelques jours après la mort de son fils. Et à l'époque, il trouvait la force, malgré le chagrin, d'essayer de témoigner et même d'appeler au calme pendant les émeutes. Aujourd'hui, il vit en Tunisie, entouré d'une partie de sa famille. Il a tenté de continuer sa vie comme il a pu. Et, s'il a accepté de témoigner, c'est, je pense, parce qu'il était conscient que c'était aussi important de contribuer à raconter cette histoire-là, tout simplement. Gwenaëlle Bourdon, que devient Clichy-sous-Bois aujourd'hui, 20 ans après ces émeutes ? Est-ce que cette affaire marque encore les esprits ? Oui, aujourd'hui encore, quand on parle de Clichy-sous-Bois, on se rappelle de ce qui s'est passé en 2005. Et puis la ville a aussi cultivé la mémoire des adolescents. Il y a une allée qui porte leur nom, il y a une stèle qui a été érigée devant le collège où ils étaient élèves. Il y a un tournoi de foot organisé tous les ans aussi en mémoire des adolescents.
Et puis Clichy-sous-Bois, c'est une ville qui a du coup beaucoup attiré l'attention des pouvoirs publics après ces événements. Les émeutes ont permis d'une certaine manière d'accélérer un certain nombre de chantiers. La rénovation urbaine qui avait déjà été décidée avant a profondément transformé le paysage de la ville. Il y a eu la construction d'un commissariat, d'un pôle emploi, d'une piscine, d'une maison de la petite enfance. Il y a l'arrivée prochaine du métro, après celle du tramway, qui a été inaugurée il y a quelques années. Donc la ville s'est transformée. Pour autant, il y a toujours une grande fragilité. Ça reste l'une des communes les plus pauvres de France. Merci Gwenaëlle Bourdon. Votre documentaire en 3 parties réalisé avec Marie-Pierre Jory s'intitule 2005 État d'urgence. Il est disponible en replay sur la plateforme France.tv. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Anaïs Godard et Clémentine Spiller. Réalisation Théo Albaric. N'hésitez pas à parler de Code Source autour de vous, de liker nos épisodes sur YouTube, de laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Et ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle affaire criminelle à retrouver chaque samedi.